Cette pièce est née de la captivité d'un roi, et elle est morte dans la poche de millions de Français, sans même qu'ils remarquent l'instant de l'adieu. 7 siècles, c'est plus long que la durée de vie de bien des États, plus long que ne tiennent debout certaines cathédrales, et pourtant, le franc a existé. Puis, un jour de janvier 2002, il a simplement disparu, sans tambour ni trompette, dissous dans les bureaux de change à travers toute la France. Mais cette histoire ne commence pas par une disparition, elle commence par une captivité. 1356, la bataille de Poitiers. Le roi de France Jean II, que l'on surnommera plus tard le Bon, tombe aux mains des Anglais. Et là, imaginez cette humiliation. La souveraineté d'un pays tout entier, à l'époque, n'était ni un drapeau, ni un hymne, ni une abstraction quelconque. Elle résidait dans le corps d'un seul homme. Et cet homme allait croupir 4 longues années, prisonnier de l'autre côté de la Manche. Les Anglais exigent une rançon proprement délirante. 3 millions d'écus d'or, soit environ 13 tonnes et demie de métal précieux. Le dauphin Charles, fils du roi, se bat comme un beau diable pour réunir cette somme. Il en rassemble 400 000. Il en manque encore 600 000. Et c'est alors, comme souvent en histoire, que le hasard tranche, dans une pirouette digne d'une anecdote. Le seigneur de Milan, Galéa Visconti, souhaite marier son fils de 9 ans à une princesse française de 12 ans. Et il paye pour cet honneur exactement la somme qui manquait pour libérer le roi. Le mariage a lieu, l'argent arrive, Jean II retrouve sa liberté. C'est alors que, le 5 décembre 1360, le dauphin Charles fait frapper une nouvelle monnaie. Dans l'or amassé à travers tout le royaume meurtri par la guerre, on y grave un roi chevalier, l'épée à la main, monté sur un destrier cabré. On l'appelle le franc. Les historiens débattent encore de l'origine du nom, soit de la légende latine Francorum Rex, roi des Francs, soit d'un jeu de mots, car franc signifie aussi libre. Et le roi, justement, l'était redevenu. Jean II lui-même écrit, dans l'édit fondant la monnaie, des mots qui sonnent comme un soupir de soulagement. Nous avons été délivrés d'une pleine captivité et affranchis à jamais. Ainsi naît une pièce dont le nom même porte, gravé, la mémoire de la liberté. En 1365, le fils de Jean, le roi Charles V, lance la frappe de ce qu'on appellera le franc à pied. Sur le plan technique, la pièce diffère à peine de celle de son père. Même poids, même légende latine. Un seul détail change. Le roi ne galope plus, il se tient debout, immobile, sous une arche gothique, comme si la monnaie elle-même mûrissait avec le royaume, passant de l'élan à la permanence. Plus de 70 ans plus tard, en 1437, le petit-fils de Charles V, le roi Charles VII, remet le cavalier sur la pièce, mais allège le franc, réduisant son poids à 3,06 grammes. Les guerres et les longues années de lutte contre les Anglais ont épuisé le trésor royal, et même l'or de la monnaie devient un rappel du prix de l'indépendance. Le 31 mai 1575, le roi Henri III fait frapper pour la première fois un franc en argent, 14,18 grammes, en remplacement de l'ancien teston. Pendant un temps, ces fractions circulent aussi à ses côtés, le demi-franc et le quart de franc. Mais dès 1586, ce même Henri III interdit purement et simplement, par édit, la frappe du franc d'argent. La monnaie de référence du royaume restera pour 2 bons siècles encore l'écu d'or. Le franc s'efface, en quelque sorte, dans l'ombre, mais ne disparaît pas de la mémoire du peuple. Molière et Boileau le mentionnent dans leurs pièces, alors même que cette monnaie n'est plus en circulation depuis longtemps. C'est ainsi, parfois, avec les mots « le nom survit à la chose ». En 1640, le roi Louis XIII décide de réformer tout le système monétaire du royaume. Le 23 décembre 1641, naît une nouvelle monnaie d'or, à laquelle le roi donne son propre nom, le louis d'or. Puis, en 1643, paraît le louis d'argent, surnommé l'écu blanc. Le franc, durant ces décennies, tombe presque dans l'oubli officiel. Il ne survit plus que dans la langue et dans la littérature.
Puis vient la Révolution, et le franc revient, non plus comme la monnaie d'un roi, mais comme la devise d'une république tout entière. Le 7 avril 1795, une loi consacre le franc comme unité monétaire officielle de la France. Sur les nouvelles pièces, à la place du profil royal, apparaît une allégorie, Hercule unissant l'égalité et la liberté. Liberté, égalité, fraternité. Cette devise, désormais, on la grave dans le métal. Le franc germinal, c'est ainsi qu'on baptise cette émission, tient bon un temps proprement incroyable, plus de 130 ans. Il voit Napoléon et son empire s'étendre de la Belgique jusqu'au nord de l'Italie. Il voit naître, en 1865, l'Union latine, qui unifie les monnaies de la France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Italie, puis de la Grèce. Il traverse les révolutions de 1848, le désastre de 1870, la Commune de Paris de 1871. Des générations entières de Français naissent, travaillent, tombent amoureux et meurent, une même pièce dans la poche, avec, à l'avers, la semeuse, imaginée par le graveur Louis-Oscar Roty. Puis vient la Première Guerre mondiale, et le franc, comme l'Europe entière, ne redevient plus jamais ce qu'il était. On le détache de l'or. Il se dévalue, encore et encore et encore. En 1926, le franc ne vaut plus qu'un dixième de sa valeur d'avant-guerre. Le président du Conseil, Raymond Poincaré, tente de sauver la situation, et en 1928 naît le franc Poincaré, 5 fois plus léger que son prédécesseur. Il y a une page dont on parle peu volontiers, le franc du gouvernement de Vichy, où la devise révolutionnaire est remplacée par travail, famille, patrie. On frappe les pièces en aluminium et en zinc, les métaux de la guerre et de la pénurie. Après 1945, le franc se dévalue encore et encore, jusqu'à ce qu'en 1960 revienne sur les pièces une vieille connaissance, la semeuse, celle qui répandait déjà ses grains à la verre près d'un siècle plus tôt. Elle reste avec les Français jusqu'au bout, jusqu'en 2002, quand le pays passe à l'euro. Et voici le plus touchant. Aujourd'hui encore, si l'on prend en main une pièce française de 10, 20 ou 50 centimes d'euros, la semeuse y est toujours. L'ombre de l'ancien franc semant ses grains invisibles sur la nouvelle monnaie européenne. Parfois, ce qui reste le plus longtemps d'une époque entière, ce n'est ni un empire ni une loi, c'est une petite image gravée sur un bout de métal qui continue de voyager de poche en poche des siècles après que tout ce qu'elle symbolisait a déjà disparu.